Mes sœurs se sont moquées de moi parce que j'avais hérité de la vieille station-service de papa qui était une épave, jusqu'à ce qu'elle découvre le secret de 200 millions de dollars, et que je renverse la situation d'une manière à laquelle elle ne s'attendait pas. Je suis Jake, un homme de 32 ans. Je travaille dans l'ancienne station-service de mon père depuis que je suis adolescent. Papa est décédé il y a 3 mois après un accident vasculaire cérébral massif. C'était un dur à cuire, un vétéran du Vietnam qui a travaillé tous les jours de sa vie jusqu'à 75 ans. Mes sœurs, Olivia et Sophia, ont toujours pensé que je gâchais ma vie à aider le vieil homme à gérer une entreprise en faillite tout en faisant mes études d'ingénieur le soir. Elles ont toutes les deux quitté notre petite ville dès qu'elles ont pu. Olivia, une femme de 38 ans, est devenue une avocate d'entreprise renommée à Chicago, et Sophia, une femme de 35 ans, est une grande banquière d'affaires à New York. Elles venaient peut-être une fois par an, généralement à Noël, et passaient tout leur temps à parler de leurs appartements luxueux et de leurs résidences secondaires. J'étais celui qui restait. Celui qui aidait papa à tenir les comptes quand sa vue commençait à baisser. Celui qui a repris la plupart des travaux de mécanique quand son arthrite était trop forte pour qu'il puisse tenir une clé. Et celui qui le conduisait à ses rendez-vous médicaux et s'assurait qu'il prenne ses médicaments. Était-ce la vie que j'avais prévue? Honnêtement, non. Je rêvais de concevoir des moteurs pour la NASCAR ou la Formule 1, mais la vie arrive, vous savez? Maman est morte quand j'étais à l'université, et quelqu'un devait s'occuper du vieil homme. Mes sœurs ne l'auraient certainement pas fait. Quoi qu'il en soit, la lecture du testament de papa a eu lieu la semaine dernière, et mon Dieu, ça ne s'est pas passé comme prévu. Mes sœurs sont arrivées vêtues de tenues de créateurs noirs assorties qui ont probablement coûté plus que ce que je gagne en un mois. Tout le temps, elles chuchotaient sur la façon dont elles allaient se partager les économies de papa et ce qu'elles allaient faire de la cabane au bord du lac. L'avocat, un vieux type qui était le copain de pêche de papa, a commencé à lire, à mes filles, Olivia et Sophia, je lègue la somme de 75 000 $ chacune. Vous auriez dû voir leur visage. Le visage d'Olivia s'est figé au milieu d'un sourire narquois. C'est tout, a-t-elle lâché, clignant des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis vint le vrai choc. L'avocat leva à peine les yeux de ses papiers. À mon fils, Jake, je lègue mon entreprise de station-service, toutes les propriétés, structures et contenus associés, ainsi que mon chien, Baxter. Silence de mort. Puis Olivia a reniflé. La station-service? Celle qui semble avoir été condamnée dans les années 90. Elle n'arrêtait pas de dire que papa avait clairement perdu la tête vers la fin et que c'était injuste que je l'ai manipulé en restant. Puis Sophia s'est appuyée contre le comptoir, son expression toute professionnelle. Écoute, Jake, je sais que tu penses que cet endroit a une signification, mais c'est juste un terrain. C'est un casse-tête. Les réglementations seules pourraient t'enterrer, et je ne veux pas te voir coincé ici à mener un combat perdu d'avance. Olivia a ajouté, nous sommes compréhensives. Papa était sentimental. Nous comprenons, mais tu es intelligent. Tu as toujours été intelligent. Tu n'as pas à lutter comme lui. Laisse-nous t'aider. Sophia a hoché la tête. Prends les 20 000. Partant que tu peux. Pas de drame, pas de casse-tête. Oui, c'est ça. Les mêmes sœurs qui ne prenaient même pas la peine d'appeler papa pour son anniversaire étaient soudainement préoccupées par le fait de m'aider. Je vais être franc. Pendant une fraction de seconde, j'y ai pensé. 20 000 $ n'était pas une somme qui allait changer ma vie, mais c'était un ticket de sortie. Je pouvais enfin quitter cette ville mourante, prendre un appartement quelque part de nouveau, peut-être même mettre à profit mon diplôme d'ingénieur pour une fois. Plus de bagarres avec des pompes à essence cassées, plus de nuits blanches à cause des factures, juste la liberté. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que pendant qu'elles construisaient leur carrière, c'est moi qui aidais papa à maintenir son rêve en vie, en le regardant travailler 18 heures par jour, en apprenant tout sur son entreprise et en lui tenant compagnie après le décès de maman. La station-service est peut-être sans valeur pour elle, mais c'était la vie de papa. Après la lecture, je suis retourné chez papa. J'imagine, ma station-service. C'est un endroit à l'ancienne avec 2 pompes qui fonctionnent à peine et un garage où nous faisions des réparations. L'enseigne à l'avant pâlit depuis des années. Papa parlait toujours de la repeindre mais ne s'y est jamais attelé. Baxter attendait à la porte comme il le faisait toujours pour papa. C'est un Golden Retriever croisé de 12 ans avec un museau gris et de mauvaises hanches. Il m'a regardé, puis a regardé derrière moi pour papa, puis à nouveau vers moi avec une expression confuse qui m'a brisé le cœur. Je me suis agenouillé et je l'ai serré dans mes bras,
et je jure que nous savions tous les deux exactement ce que l'autre ressentait. Je me suis retrouvé coincé avec une station-service délabrée qui ne rapporte presque rien, un vieux chien en deuil qui me suit partout, et deux sœurs qui veulent soudainement des réunions de famille sur mon héritage. J'ai passé cette semaine à parcourir le bureau de papa à la station. Le bureau de papa était une capsule temporelle. Chaque reçu, facture et registre de propriété des 40 dernières années soigneusement classés. Au début, ce n'était que des papiers, mais j'ai ensuite remarqué que certains documents portaient des marques bleues ou des points rouges. Et une carte topographique au fond d'un tiroir portait des marques et des numéros correspondants, écrits de la main nette de papa. Il essayait de me dire quelque chose. Cette nuit-là, pendant que Baxter ronflait sous le bureau, j'ai trouvé un compartiment caché dans les tiroirs avec un vieil album photo. Il montrait la station-service à son apogée, maman et papa quand ils étaient jeunes, et bizarrement, des dizaines de photos du terrain envahi par la végétation derrière le garage, certaines marquées de croix et de mesures. Une photo se démarquait, papa avec un homme en costume, tous deux tenant de l'équipement scientifique. Au dos, papa avait écrit « Confirmation initiale avec Steve Monsieur Prometteur ». Qui diable était Steve M, et qu'est-ce que papa confirmait? Le lendemain matin, je suis sorti pour vérifier. C'est complètement envahi par la végétation maintenant, des herbes plus hautes que moi, des ronces, de petits arbres, mais j'ai réussi à me frayer un chemin et j'ai trouvé les restes d'une sorte de structure métallique, presque complètement recouverte de vignes. Aucune idée de ce que c'est, mais papa pensait clairement que c'était important. J'étais sur le point d'enquêter davantage quand la BMW d'Olivia s'est arrêtée. Je me suis rapidement dirigé vers l'avant, ne voulant pas qu'elle voie ce que je faisais. Appelez-moi paranoïaque, mais quelque chose me dit que je devrais garder ça pour moi pour l'instant. Te voilà, dit-elle, me regardant comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure coûteuse. Nous devons discuter de cette situation ridicule. Sophia et moi avons convenu d'augmenter notre offre à 35 000 $ pour cet endroit. Elle a fait un geste autour d'elle comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit, son sac de créateur fermement serré contre son flanc. Je ne suis pas intéressé par la vente, lui ai-je dit. Elle a ri. Jake, sois réaliste. Que vas-tu faire d'une station-service en faillite? Tu peux à peine payer ton appartement. Prends l'argent et passe à autre chose. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit, ce qui n'a fait que la faire rire plus fort. C'est toujours une question d'argent, a-t-elle répondu. Tu es juste trop naïf pour t'en rendre compte. Avant que je puisse répondre, Baxter est sorti du garage en boitant, couvert de terre à cause d'avoir creusé quelque part à l'arrière. Olivia a plissé le nez. Ce chien doit être euthanasié. Il souffre. Je n'avais jamais voulu frapper ma sœur auparavant, mais il y a une première fois pour tout. Baxter fait partie de la famille, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Plus de famille que certaines personnes par ici. Ça a touché une corde sensible. Nous essayons de t'aider, a-t-elle insisté. Cet endroit est un gouffre financier. Papa y était sentimental, mais tu dois être pragmatique. Elle est partie après que je lui ai clairement dit que je ne vendais pas, mais pas avant de dire qu'elle reviendrait avec une approche plus formelle. 2 jours après la visite d'Olivia, on m'a remis des documents légaux. Mes chères sœurs contestent le testament de papa, affirmant qu'il n'était pas sain d'esprit et de corps lorsqu'il l'a écrit. Elles disent que je l'ai manipulé pour qu'il change son testament parce que j'étais financièrement dépendant de lui. La vérité est que papa a mis à jour son testament il y a 5 ans, juste après sa crise cardiaque. Je ne le savais même pas avant la lecture. J'ai appelé l'avocat de papa qui a juste soupiré et dit « Votre père m'avait averti que cela pourrait arriver. Il va m'aider à me battre, mais il a dit que je devais me préparer à une bataille difficile. Vos sœurs ont des ressources, m'a-t-il averti. Elles peuvent se permettre de faire traîner ça. Génial. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Une longue bataille juridique que je ne peux pas me permettre. » Quelques jours plus tard, Sophia est apparue de nulle part avec un type en costume parlant de gros chiffres. Ils offraient 100 000 $ pour la propriété, bien plus que la dernière offre de ma sœur, mais toujours beaucoup trop bas si elle la voulait soudainement autant. C'est une bonne affaire, Jake, a dit Sophia, toute professionnelle. Le terrain ne vaut pratiquement rien. Nettoyer un ancien site de station-service coûterait plus cher que ce qu'il vaut. Lorsque j'ai demandé pourquoi elle se souciait même d'un terrain sans valeur, le type en costume, qui a probablement dépensé plus en gel coiffant que je ne le fais en épicerie, m'a sorti des absurdités corporatives sur la revitalisation communautaire et le développement à long terme. Nous investissons dans plusieurs propriétés de cette zone, a-t-il dit,
tout en douceur. La station de votre père est dans un emplacement clé pour notre vision. Ouais, c'est ça. Cet endroit est sur une impasse dont personne ne se soucie depuis qu'ils ont construit le contournement il y a 15 ans. Il n'y a rien à revitaliser ici. J'ai demandé à Sophia comment elle s'était retrouvée mêlée à ces types, et elle m'a lancé ce regard suffisant, je sais quelque chose. Tu ne sais pas. Disons simplement que je connais des gens. Oh, génial. Parce que ce n'est pas du tout menaçant. Après leur départ, j'ai remarqué une voiture garée dans la rue. Un type avec un appareil photo prenait des photos de la propriété, surtout de la zone envahie par la végétation à l'arrière. Dès qu'il m'a vu regarder, il a filé. Je n'allais pas rester là comme un idiot. J'ai sauté dans mon camion et je l'ai suivi, en gardant mes distances, juste assez près pour voir où il se dirigeait. Il a pris une route sinueuse à travers la ville. Des manœuvres classiques de je sais que je suis suivi, mais ce n'était pas nouveau pour moi. Il s'est finalement arrêté dans un centre commercial et s'est glissé dans un bureau quelconque avec des vitres givrées. Pas d'enseigne, pas de nom, juste assez vague pour être suspect. Je me suis garé de l'autre côté de la rue, j'ai pris une photo de sa plaque d'immatriculation, et j'ai fait quelques recherches. Qui que soient ces types, ils ont tranquillement acheté la moitié de la ville au cours de la dernière année. Il ne s'agissait pas seulement de la station-service. Quelqu'un préparait quelque chose de grand. Le lendemain matin, je suis retourné à la structure métallique que j'avais trouvée. J'ai écarté plus de vignes et j'ai réalisé que c'était une sorte de vieil équipement de forage. Pas énorme, mais définitivement professionnel. Papa n'a jamais mentionné quoi que ce soit sur le forage sur la propriété. L'équipement ressemblait à celui utilisé pour prélever des carottes, le genre que les géologues utilisent pour tester ce qui se trouve sous terre. Pourquoi papa aurait-il besoin de carottes? Que cherchait-il? J'étais plongé dans les dossiers quand j'ai trouvé une pile de lettres certifiées du département des ressources naturelles de l'État, pleines de jargon mais répétant certaines phrases. Une lettre mentionnait des réserves potentielles mais ne précisait pas de quel type. Puis j'ai vu un nom, Steven Martinez. Je me suis demandé si c'était le même Steve M des vieilles photos de papa. Puis j'ai trouvé autre chose, une clé scotchée au dos d'un classeur avec une note de la main de papa, quand le moment viendra. Aucune idée de quelle serrure elle ouvrait. J'ai essayé chaque tiroir, chaque classeur et chaque porte. Rien. Mais les choses devenaient étranges. Mes sœurs ne se sont jamais souciées de cet endroit pendant 20 ans. Elles l'appelaient le gouffre financier de papa. Maintenant, elles faisaient soudainement venir des promoteurs et des avocats. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de notre inutile maire, l'ex de lycée de Sophia, celui qu'elle avait largué parce qu'il n'était pas assez ambitieux. Nous avons reçu des préoccupations concernant certaines violations de code à la station, a-t-il dit de cette voix faussement polie que les politiciens utilisent quand ils sont sur le point de vous arnaquer. Exact. Il y a 3 mois, cet endroit allait bien, mais maintenant que mes sœurs le veulent, c'est soudainement une catastrophe environnementale. Je commençais à me sentir comme dans un thriller de conspiration à petit budget avec de mauvais acteurs. Au moins, j'avais Baxter. Je l'ai trouvé en train de creuser obsessivement à l'arrière aujourd'hui. Je l'ai éloigné, mais il est revenu immédiatement. Peut-être que le vieux connaissait quelque chose que j'ignorais. Quand j'ai vérifié la zone, j'ai trouvé une dalle de béton enfouie sous des années de végétation excessive. Qu'est-ce qu'une dalle faisait ici, et pourquoi Baxter agissait-il comme s'il venait de découvrir le sens de la vie? Cependant, je n'ai pas eu le temps d'y penser, car le bureau du maire a envoyé leur soi-disant équipe d'inspection. Une vraie farce. Ils ont à peine jeté un coup d'œil à la station-service mais ont passé plus d'1 heure à fureter sur le terrain arrière, à prendre des échantillons de sol et à prendre des photos. Quand j'ai demandé ce qu'ils cherchaient, ils m'ont sorti une vague phrase sur les préoccupations environnementales de routine. Exact. Après des décennies de désintérêt, ils étaient soudainement profondément investis dans la qualité du sol d'une station-service à moitié morte. L'un des inspecteurs, un jeune gars qui semblait mal à l'aise avec toute cette affaire, m'a pris à part alors qu'il partait. Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe ici, a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas une inspection normale. Quelqu'un met la pression sur le département pour trouver des violations. Génial. Donc le maire est définitivement impliqué dans ce que mes sœurs préparent. J'ai essayé de chercher ce Steven Martinez, mais c'est comme s'il n'avait jamais existé. Pas de registre d'entreprise, pas de LinkedIn, rien. Juste un fantôme dans le système. S'il était toujours là, il aurait près de 70 ans.
Mais quelque chose me dit qu'il n'est pas le genre de gars qui veut être trouvé. Pendant ce temps, ma sœur Sophia a appelé cette même nuit, soudainement très préoccupée par mon bien-être. Jake, je m'inquiète pour toi. La ville s'acharne. Les inspecteurs rôdent partout. Ça va devenir un cauchemar. Elle a laissé ça s'installer avant de continuer, très doucement maintenant. Je ne veux pas te voir traverser ça. Alors nous avons parlé aux acheteurs, et ils sont prêts à monter jusqu'à 150 000 $. C'est une énorme victoire pour toi, Jake. Je suis resté silencieux. Elle a soupiré. Écoute, nous savons tous les deux que cet endroit ne vaut pas le coup. Papa n'aurait pas voulu que tu passes ta vie à Y investir. Et qu'est-ce que papa voulait exactement, ai-je rétorqué. Il y a eu une longue pause. Prends juste l'argent, Jake. Ça ne va pas bien se terminer pour toi si tu continues à te battre. Était-ce une menace de ma propre sœur? À ce moment-là, je fouillais les dossiers de papa comme un fou et j'ai trouvé un compartiment caché dans son classeur. À l'intérieur se trouvait une enveloppe scellée avec des coordonnées écrites dessus et une pile de documents techniques d'une entreprise datant de 1979. Beaucoup de jargon géologique que je ne comprends pas, mais je continuais à voir des phrases comme gisement à haute teneur et économiquement significatif. Aucune mention de ce qu'il cherchait exactement, cependant. J'ai entré les coordonnées dans Google Maps, et devinez quoi? Elles indiquent un endroit à environ 50 mètres derrière le garage, juste là où se trouve le vieil équipement de forage et juste là où Baxter n'arrête pas de creuser. En parlant de Baxter, le pauvre vieux est le seul à me garder sain d'esprit à travers tout ça. Il agit bizarrement, cependant. Il n'arrête pas de geindre et de gratter le coffre-fort dans le bureau de papa. Papa n'a jamais laissé personne toucher ce coffre-fort, pas même moi. Il disait toujours qu'il contenait les plans de retraite. J'ai essayé toutes les combinaisons auxquelles je pouvais penser, anniversaire de mariage, adresse. Rien ne fonctionne. J'ai décidé d'essayer de dégager davantage la dalle de béton que Baxter avait trouvée. Après une heure de fouille, j'ai réalisé que ce n'était pas juste une dalle aléatoire. C'est le dessus de ce qui ressemble à un bunker ou une structure souterraine. Il y a une jointure qui suggère qu'il pourrait s'agir d'une porte ou d'une trappe, mais je n'ai pas trouvé comment l'ouvrir. Le lendemain, Olivia est apparue à nouveau, cette fois avec 2 avocats. L'un d'eux m'a remis un document épais détaillant toutes les façons dont la station-service est censée violer les réglementations environnementales, les codes du bâtiment et les exigences de licence commerciale. C'est du harcèlement, et vous le savez, lui ai-je dit. Elle ne l'a même pas nié. C'est des affaires, Jake. Tout a un prix. Le tien baisse juste de jour en jour. Les avocats ont commencé à parler d'amendes potentielles et de la façon dont la propriété pourrait être saisie pour payer les coûts de remédiation. Qu'est-ce qui t'est arrivé, ai-je demandé à Olivia. Nous construisions des forts ensemble dans le jardin. Maintenant tu me menaces avec des avocats. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose comme du regret clignoter sur son visage. Puis c'est parti, remplacé par cette expression froide d'avocate. Grandis, Jake. C'est le monde réel. Papa t'a couvé trop longtemps. Alors qu'elle partait, j'ai remarqué que Baxter avait disparu. Je l'ai retrouvé dehors à l'arrière, creusant frénétiquement au bord de cette dalle de béton. Quand je l'ai éloigné, j'ai vu qu'il avait découvert ce qui ressemble à une poignée ou un loquet métallique d'une sorte, partiellement enfoui. J'étais sur le point de vérifier les choses quand mon propriétaire a appelé. Quelqu'un, devinez qui, a déposé une plainte anonyme disant que j'exploitais une entreprise depuis mon appartement. Ce n'est pas le cas. Et maintenant, j'ai 30 jours pour déménager. Mes sœurs mettaient vraiment tout en œuvre pour me forcer la main. Je suis resté assis là à fixer le mur. Pour la première fois depuis que tout ça a commencé, je me suis demandé si Olivia et Sophia n'avaient pas raison. Peut-être que je n'étais qu'un idiot accroché à un rêve brisé. Peut-être que papa m'a laissé la station parce qu'il se sentait coupable, pas parce qu'il pensait que je pouvais vraiment la gérer. Je n'avais pas d'argent, pas de plan de secours, et maintenant pas d'endroit où vivre. Peut-être que je devrais juste accepter la foutue offre et partir. Mais ensuite, Baxter a gémi, me poussant la main comme s'il pouvait sentir ce que je pensais. Ses hanches étaient mauvaises, son museau grisonnait, mais il s'est quand même assis à côté de moi comme il l'avait toujours fait, comme s'il croyait que j'avais ça sous contrôle. Si papa croyait en moi assez pour me laisser tout ça, alors peut-être que je devais croire en moi aussi. Alors j'ai passé les 3 heures suivantes à ouvrir le coffre-fort de papa.
Il s'est avéré que la combinaison était le jour où il avait acheté la station-service. J'aurais dû y penser plus tôt. À l'intérieur, pas d'argent, pas de lingots d'or, juste un dossier épais étiqueté d'actifs immobiliers, une petite boîte avec d'autres clés, et une vieille clé USB. J'avais l'impression de perdre la tête. Le dossier était quelque chose, cependant, mais au lieu de réponse, il ne m'a donné que plus de questions. Il s'est avéré que papa ne possédait pas seulement la station-service. Il achetait des terres autour depuis des décennies. Près de 40 acres au total. Pourquoi? Une station-service qui rapportait à peine de quoi survivre? Ça n'avait aucun sens. Je suis resté assis là à feuilleter les actes de propriété, ressentant ce mélange de frustration et d'incrédulité. Pourquoi diable ne m'a-t-il jamais dit? Pourquoi garder ça secret si c'était censé être mon héritage? J'avais besoin de réponses, et vite. J'ai remis les vieux rapports topographiques à un géologue, espérant qu'il pourrait y trouver un sens. Il a feuilleté les pages en fronçant les sourcils. Il y a quelque chose ici, a-t-il murmuré, en pointant des marqueurs chimiques. Je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais cela pourrait concerner quelque chose de précieux. Comme quoi, ai-je demandé. Il a hésité. Difficile à dire sans un rapport complet. Mais cela pourrait être important. J'avais envie de crier. Chaque fois que je pensais avancer, je me heurtais à un nouveau mur. Mais rester assis ne m'avancerait à rien, alors j'ai pris une pelle et je suis retourné à cette trappe métallique que Baxter avait trouvée. Si papa n'allait pas me donner de réponse directe, je creuserais jusqu'à ce que j'en trouve une moi-même. 3 heures plus tard, la terre noire volait partout, la sueur coulait dans mon dos. Chaque muscle de mon corps me criait d'arrêter. Mais j'ai continué. Finalement, j'ai découvert le tout, une vieille trappe d'accès menant à une sorte de chambre ou de tunnel souterrain. Et bien sûr, elle était hermétiquement fermée par un cadenas géant et rouillé. Je me suis assis, haletant, fixant cette trappe comme si elle se moquait de moi. Papa a passé des années à cacher ce qui se trouvait là-dessous. Et maintenant que j'étais enfin prêt, j'avais l'impression qu'il me tenait toujours à l'écart. Ma frustration bouillonnait. Qu'est-ce qui était si important qu'il ait pris tant de peine pour l'enterrer? Puis ça m'est venu. Cette clé bizarre que j'avais trouvée scotchée au dos du classeur. Je me suis précipité vers mon camion, je l'ai prise et je suis revenu en courant vers la trappe, mes mains tremblantes alors que je glissais la clé dans le cadenas rouillé. Elle a cliqué, s'ouvrant comme si elle m'attendait depuis tout ce temps. J'ai hésité une seconde avant de tirer la trappe. J'ai saisi la poignée et j'ai tiré. Rien. Des années de rouille l'avaient scellé. Baxter a gémi derrière moi alors que je calais mon pied contre le cadre et que je tirais de toutes mes forces. Le métal a gémi, la poussière s'est élevée en tourbillon, et pendant une seconde, j'ai cru que tout allait se casser dans mes mains. Puis le joint a cédé. Une bouffée d'air vicié m'a frappé, et en dessous, un étroit escalier en béton disparaissait dans l'obscurité. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas une vieille réserve. C'était délibéré. Papa a construit cela pour que ce soit caché. Lentement, je suis descendu, ma lampe de poche fendant l'air rempli de poussière. Au fond se trouvait une petite pièce de 8x10, étroite, froide et tapissée de classeurs. Contre le mur du fond se trouvait un vieux bureau avec une lampe à pile, toujours intacte comme si quelqu'un venait de la laisser là. Ce n'était pas un simple espace oublié. C'était le bureau secret de papa. L'endroit était couvert de poussière, mais tout était exactement là où papa l'avait laissé. Il a dû construire cette pièce souterraine il y a des décennies. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui était si important qu'il devait le cacher? Je n'étais pas prêt pour ce que j'ai trouvé. Des classeurs remplis de papier. J'avais l'impression de tomber sur quelque chose d'énorme, mais je n'avais aucune idée de ce que je regardais. Puis j'ai trouvé un article de journal sur la découverte de gisements de lithium dans les États voisins. À l'intérieur se trouvait une note de papa, présence confirmée. Maintenant, le jeu de l'attente commence. Attendre quoi? Que le lithium devienne précieux. Que nous, les enfants, soyons assez vieux pour comprendre ce qu'il faisait. Une chose était claire, ce n'était pas une simple supposition sauvage. Papa avait passé des années à acheter discrètement de petites parcelles de terrain autour de la station, s'assurant tous les droits miniers qu'il pouvait. Certains documents montraient même des deuxièmes hypothèques sur notre maison. Il ne se contentait pas de garder une station-service en faillite. C'était l'œuvre de sa vie. J'ai sorti une carte montrant chaque parcelle de terrain qu'il avait achetée, et ça a fait tilt.
Il avait construit un cercle parfait autour de quelque chose. Chaque achat, chaque déménagement, chaque sacrifice qu'il a fait menait à ça. Ça m'a fait me sentir coupable. Toutes ces années où je pensais qu'il n'était qu'un vieil homme têtu refusant de lâcher le passé. Il s'avère qu'il avait une longueur d'avance. Puis j'ai trouvé les vieux journaux de maman. Elle savait tout. Dans une entrée de 1992, elle écrivait « Franck joue sur le long terme. Les filles ne comprennent pas pourquoi nous ne prenons jamais de vacances ni n'achetons de nouvelles voitures, mais un jour, tout cela en vaudra la peine. » Elle croyait en lui. Elle a tellement sacrifié pour ça, et elle n'a même jamais pu voir le résultat. Quand elle est morte en 2005, c'était comme si papa avait cessé de vivre pour autre chose. Je suis resté là pendant un moment, fixant son écriture, ayant l'impression de lire quelque chose que je n'étais jamais censé voir. J'ai pris quelques papiers et je suis sorti. Mais avant même que je puisse assimiler ce que j'avais trouvé, Baxter a commencé à grogner vers les arbres. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu quelqu'un debout au bord de la propriété. Dès que j'ai crié, il a filé. Le lendemain matin, les coups ont continué. L'avocat de papa a appelé. Vos sœurs viennent de déposer une injonction d'urgence pour vous empêcher d'endommager ou d'altérer la propriété pendant qu'elles contestent le testament. Trop tard pour ça, mais je n'ai pas mentionné la pièce souterraine. Puis ça est devenu encore plus bizarre. Un SUV noir est arrivé, et 2 types en costume de qualité gouvernementale en sont sortis, ayant l'air de sortir tout droit d'un mauvais thriller policier. Ils ont montré des cartes d'identité vagues, parlant en rond de développement des ressources et d'évaluation de viabilité des terres. Des absurdités qui semblaient très officielles. J'ai fait semblant d'être stupide, mais ils n'avaient pas l'air convaincus. Ils ont laissé une carte et ont dit qu'ils me recontacteraient. Même pas une heure plus tard, Olivia a appelé. Ces hommes ne venaient pas d'une agence d'État, GEC. Ils travaillent pour ce type que j'ai amené ici. Tu dois faire attention à ce que tu dis. D'accord. Qu'est-ce qu'elle essayait vraiment de me dire? C'est une première. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce que nous sommes toujours de la famille, a-t-elle dit. Ce sont des affaires, pas personnelles. Nous essayons juste de nous assurer que la découverte de papa soit correctement gérée. Quelle découverte, ai-je insisté. Elle est restée silencieuse pendant une seconde, puis a laissé échapper. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Puis elle m'a dit, demande-toi pourquoi une entreprise de développement offrirait 250 000 $ pour une station-service sur une impasse. Ouais, ce chiffre ne cesse d'augmenter. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je suis retourné au bureau souterrain. J'avais le sentiment de ne pas avoir encore tout trouvé, et j'avais raison. Cachée sous un classeur se trouvait une boîte métallique verrouillée sans clé en vue. Et par-dessus tout, Baxter agit bizarrement, mange à peine, faisant les 100 pas comme s'il savait que quelque chose arrivait. Peut-être qu'il ressent juste mon stress. Ou peut-être qu'il en sait plus que moi. J'ai emmené la boîte chez un serrurier dès la 1 heure du matin. Le gars m'a à peine regardé avant de l'ouvrir comme si ce n'était rien. À l'intérieur se trouvait une épaisse pile de documents et, juste au-dessus, un rapport géologique final, bien plus récent que tout ce que j'avais trouvé. Et c'est là que tout a vraiment fait tilt. Toutes ces années d'études, de tests et d'accords fonciers, ce n'était pas de simples suppositions. Le rapport confirmait ce que papa devait savoir depuis des décennies. Mon cœur battait la chamade en parcourant le rapport. Au début, ce n'était que des chiffres et du jargon géologique que je comprenais à peine. Puis je l'ai vu, le lithium. Ce dont on fait les batteries. Ce qui alimente tout, des téléphones aux voitures électriques. L'une des ressources les plus précieuses de la planète en ce moment. J'ai cligné des yeux, puis j'ai relu « Réserve de lithium à haute teneur confirmée. Valeur marchande estimée, 200 millions de $. Mes mains tremblaient. Ce n'était pas juste quelque chose de précieux. Ce n'était pas une trouvaille peut-être ou au potentiel. C'était une mine d'or enfouie sous mes pieds. Papa savait. Il a toujours su. Et il a passé sa vie à s'assurer que personne d'autre ne pourrait nous le prendre. Mais la technologie n'était pas assez avancée à l'époque pour en être certain ou pour l'extraire efficacement. Alors il a passé des décennies à sécuriser discrètement les droits miniers de toute la zone, parcelle par parcelle, attendant le bon moment. Cet équipement de forage? Les premiers tests d'exploration. La pièce souterraine? Là où il gardait tout ça secret pour que personne n'essaie de le lui prendre avant qu'il n'ait tout légalement verrouillé.
La boîte contenait également la documentation d'une fiducie établie il y a 5 ans, mettant l'intégralité de la propriété et de tous les droits miniers uniquement à mon nom, effectif à son décès, complètement séparé de son testament. C'est pourquoi mes sœurs peuvent contester le testament autant qu'elles veulent. Ça ne changera rien. La fiducie la remplace. Papa s'en est assuré. À l'intérieur de la boîte se trouvait une épaisse pile de documents et une clé USB. Mes mains tremblaient alors que je la branchais sur mon ordinateur portable. Un dossier est apparu, fichier vidéo. Le premier datait de 1979. Papa, jeune et excité, debout près de cet équipement de forage quand il était neuf. Je viens de recevoir les premiers résultats, a-t-il dit, souriant. Si ça se passe comme Steve le pense, ça pourrait tout changer pour notre famille. La vidéo la plus récente datait d'il y a seulement 6 mois. Papa avait l'air plus vieux, fatigué, mais toujours lucide. Il regarde directement la caméra. Jake, si tu regardes ça, c'est que tu as compris. J'ai toujours su que tu y arriverais. Tu étais le seul à comprendre que la vraie valeur n'est pas toujours évidente. Tes sœurs voulaient des récompenses rapides. Tu as compris la patience et le travail acharné. C'est ton héritage. Pas seulement ce que j'ai trouvé, mais ce que j'ai construit autour. Ne laisse personne te le prendre. J'ai dû regarder ce clip 20 fois, les larmes coulant sur mon visage. Baxter s'est recroquevillé à côté de moi, la tête sur mes genoux, comme s'il savait exactement ce que je ressentais. J'ai appelé l'avocat, qui a confirmé que la fiducie était inébranlable. Il était au courant du lithium depuis le début mais était lié par le secret professionnel. Votre père voulait que vous découvriez cela par vous-même, a-t-il expliqué. Il a dit que vous l'apprécieriez davantage de cette façon. Il craignait également que s'il vous le disait directement, vos sœurs puissent le découvrir avant que toutes les protections légales ne soient en place. Le vieil homme avait raison. S'il m'avait juste parlé du lithium, j'aurais probablement fini par en parler à quelqu'un. Peut-être même essayer de me réconcilier avec mes sœurs en leur en parlant. Papa les connaissait mieux que moi. Il savait qu'elles essaieraient de prendre le contrôle. J'ai enfin compris. Pourquoi mes sœurs, qui ne se sont jamais souciées de cet endroit, le veulent soudainement? Pourquoi le maire cherche des violations de code aléatoires? Elles savent toutes, ou du moins suspectent, ce qui se trouve sous cette terre. Mais voici ce qu'elles ignorent, la fiducie. Elles pensent pouvoir me pousser à vendre, mais papa s'est assuré que ce ne soit pas une option. Légalement, j'ai le contrôle total. Quant à savoir comment elles l'ont découvert, les vidéos m'ont donné ma réponse. Papa a mentionné avoir travaillé avec un ingénieur minier il y a des années. Ce gars travaille maintenant pour, surprise surprise, l'un des promoteurs qui essaie de mettre la main sur la propriété. Il a dû faire le lien après le décès de papa et a averti les mauvaises personnes. C'est à ce moment-là que mes sœurs ont soudainement réalisé que la station-service qu'elles appelaient un gouffre financier pendant des années reposait en fait sur quelque chose de précieux. Une fois que j'ai confirmé le gisement de lithium et ma propriété légale, j'ai su que je devais gérer cela correctement. Vendre n'était même pas une option. Alors, après ça, j'ai lancé ma propre entreprise, nommée en l'honneur de papa. L'avocat m'a mis en contact avec des gens de l'industrie minière, le genre d'experts qui pouvaient vraiment gérer ça sans me priver de mon propre héritage. J'ai mis en place un système où je conserverais 65% de la propriété pendant qu'il s'occuperait du côté technique. Le meilleur dans tout ça? Nous utilisons exactement les méthodes d'extraction à faible impact que papa étudiait depuis des années. Il ne se contentait pas de rester assis sur ça, il planifiait pour cela. Et puis, dès que la nouvelle s'est répandue, tout est parti en vrille. Mes sœurs ont utilisé tous les arguments juridiques possibles contre la fiducie, essayant de la casser. Quand cela n'a pas fonctionné, elles ont changé de tactique, affirmant avoir droit à une part en tant qu'héritière. Le juge les a littéralement mises dehors en riant. Cela aurait dû être la fin. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. C'est là que ça a tourné au vinaigre. Quelqu'un a essayé d'incendier la station-service. La sécurité les a arrêtés juste à temps. Mon appartement a été cambriolé 2 fois. Puis le journal local a publié un article à charge sur la façon dont l'extraction de lithium détruirait l'environnement. L'article était plein d'affirmations dramatiques et de sources anonymes, mais je sais exactement qui était derrière tout ça. Et puis j'ai découvert que quelqu'un avait même essayé de voler Baxter. Jean a vraiment forcé la zone de sécurité pour kidnapper mon chien. Qui pense même à ça? Il va bien, au fait. Il s'avère que même à 12 ans,
un golden retriever de 75 livres ne se laisse pas faire tranquillement quand un idiot essaie de le prendre. Juste après cela, Olivia s'est présentée à mon appartement, en pleurs, s'excusant, disant qu'elle n'avait pas compris la vision de papa. Elle a affirmé qu'elle n'avait aucune idée des cambriolages ou de la tentative d'enlèvement de chiens. Peut-être qu'elle disait la vérité. Peut-être pas. De toute façon, elle a quand même essayé de faire le même cinéma manipulateur qu'elle fait toujours. Nous pourrions diriger cette entreprise ensemble, Jake, a-t-elle dit, tout doux et sincère, exactement comme papa l'aurait voulu. Sauf que papa ne voulait pas du tout ça. C'est pourquoi il s'est assuré qu'elle n'ait aucune revendication sur rien. Sophia a adopté une approche différente. Au début, elle m'a bombardé de messages sur l'héritage familial et ce que papa aurait voulu. Quand cela n'a pas fonctionné, elle est passée aux menaces, parlant de révéler à la presse de sombres secrets de famille sur papa, ce qui est hilarant compte tenu du pire qu'il ait jamais fait était de jurer devant la télévision pendant les matchs de football. Ouais. Trop peu, trop tard. Et maintenant, la ville qui m'a à peine reconnu comme existant agit soudainement comme si j'étais leur poulain. Le maire, le même type qui a essayé de me faire fermer, se vante maintenant de soutenir le développement des entreprises locales. Les voisins qui ne m'adressaient jamais la parole ? Soudain, je suis invité à tous les événements de la ville.